question de borne. Le réflexe, c'est d'aller prendre un avocat, d'aller chez le juge, d'aller à la gendarmerie pour dire que le monsieur a déplacé ma borne. Ça veut dire que vous admettez que le colon blanc de tout ça, c'est lui qui va trancher, qui doit arrêter. Mais avant, comment ça se passait dans une société africaine? Il y avait le conseil des sages. Vous venez, tout le monde est assis en rond. Donc son autorité est là, mais c'est collectif. Et le bonhomme dit, bon toi, qu'est-ce qu'il y a? Et celui-là dit, oui, là, ils sont ces bêtes ont dévasté mon champ, etc. C'est un salopard, un voyou. Il se tait, et le sage qui dit, il modère la parole. Il établit la communication. Il dit, bon, il dit que tes animaux sont venus saccager un terrain qu'il a pris beaucoup de temps à... Et il enlève tout ce qui est agressif. Et l'autre répond, oui, mais il avait fait... Et chaque fois, il évacue tous les mots qui peuvent être violents, blessants, et il pose le problème. Et ensuite, il dit, mais voilà, tu vas faire ça. Tout le monde et les deux parties admettent la décision et ils vont appliquer. Et puis après, c'est fini. Ça veut dire que la justice est faite par la communauté sur des bases de, non pas de condamner de choses, mais de régler la vie des gens. Mais comment faire en sorte que, tiens, je pense à un exemple vécu là, une nièce ne mette pas en justice sa tante parce que le petit bout d'escalier qu'elle a fait pour entrer chez elle dépasse un petit peu et empiète 50 cm sur son terrain. Et ce n'est pas des gens méchants, ce n'est pas des gens fous, c'est vraiment une aliénation. Alors, la réparation, puisque c'est là qu'on veut arriver, comment faire en sorte que notre collectivité puisse chasser les schémas idéologiques, les habitudes, les conformismes, pour que les gens se reparlent et trouvent une solution. Alors, les autres, les nous réparer, qui manière nous pas réparer? C'est très important ce que tu viens de dire, parce que justement, il y a beaucoup de conflits familiaux ici, justement dû à des dépassements, à des règlements de succession, les problèmes comme ça. Et on voit que, alors il y en a qui vont carrément en justice, qui prennent un avocat, il y en a d'autres qui laissent rouler, les papas contre l'aïo, mais c'est vrai que ça manque ici dans nos sociétés, cette manière de s'asseoir en papier mangoa et de régler ce problème-là, ce qui existe, ce qui continue d'exister sur le continent. Sur le continent, on a quand même cette, on va dire, cette autorité traditionnelle que les gens respectent plus que l'autre autorité. Ah oui, ils respectent plus. Et ils hésitent, en fait, c'est vraiment l'extrémité, voilà, d'aller au tribunal, de prendre un avocat. Ça, c'est sûr, il y a des avocats, il y a de bons avocats en Afrique, mais les gens ne vont pas, la majorité de la population ne s'adresse pas au tribunal. Mais ça va plus loin, c'est l'éducation. Nous, on a vraiment été impactés par cette barbarie, en fait, que ces colons ont, je sais pas, voilà, distillé année après siècle sur nous. Moi, je vois, quand je vais au Bénin, par exemple, je l'ai vu sur au Bénin, des enfants qui sont de l'école ou qui sont dans la rue, qui rentrent et tout ça. Et puis, il y a un petit conflit entre eux. Il y a un petit conflit qui éclate et tout ça. Ils sont prêts à se boxer et tout ça. Tout de suite, il y a un adulte, n'importe quel adulte, qui ne connaît pas les enfants, ils ne savent pas qui ils sont et tout, qui s'arrête. Même s'il est en voiture, il arrête sa voiture au milieu, il descend et puis il dit qu'est-ce qui se passe là, machin, etc. C'est quoi ce bâton-là, déposer ça, etc. C'est quoi? C'est-à-dire que les gens arrivent à calmer les choses comme ça parce que chacun
c'est le grand village. C'est le grand village. Nous, on a perdu ça. On avait ça avant. Ici, moi j'ai grandi à Saint-Joseph, en commune, donc, et tout le monde avait le regard sur les enfants. Après, c'est ah ouais, qui c'est qui a mis l'école, c'est pas ici, c'est pas ceci. Se fâcher avec les gens qui interpellent votre enfant pour lui dire mais reste tranquille et tout ça, ça fait que, ben, c'est de la même manière que tu vas avoir quelqu'un qui est dans une maison tout seul et tout ça, qui va mourir, et puis c'est quelques jours après. Ça arrive maintenant en Martinique, c'est grave. Donc les gens ne s'occupent pas des affaires des autres, puisqu'on est devenus individualistes. C'est ce qu'on nous a inculqué. Vous voulez réagir? Oui, on parle de la société africaine, mais aussi les sociétés Kalina, qui elles aussi, c'était comme ça. Et aussi, il y a notre rapport à la terre, qui, on a aujourd'hui ce rapport que nous a, comme vous dites, été donné imposé par le colon, c'est-à-dire où chacun a son petit lopin de terre et tout ça. Alors qu'avant, donc, la terre ne t'appartenait pas, c'est-à-dire que tu hérites de la terre de tes aînés, tu la laisses aux générations qui arrivent, c'est-à-dire que ou de passage. Et donc, du coup, on n'est pas dans cette dynamique, on n'est pas dans cette relation au vivant qui doit faire que on respecte tout ça. Donc du coup, ça donne lieu à toutes ces déviances-là. Et puis ce manque de respect en fait des aînés, ça a complètement disparu chez nous, respect de l'autorité des aînés, donc qui fait que on assiste à une déstructuration de la cellule familiale qui est avant, qui était très élargie, et aujourd'hui, qui s'amenuise, et donc ça crée des situations d'isolement dont parle Gabriel. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, je fais 3 petites remarques, et après on va faire une pause musicale pour prendre la deuxième grosse partie, convoi, préparation, tout le travail à faire. Premièrement, par rapport à ce que tu disais, l'autorité coutumière qui existe toujours en Afrique. J'ai personnellement vécu au Sénégal et j'ai assisté à une rencontre qui a été faite par une famille avec, c'est pas l'imam, en fait, le chef religieux du quartier. Alors c'était quoi? C'est une dame qui envisage de divorcer parce que son mari vit depuis 6 ans en Italie et exige par visioconférence qu'elle s'habille comme ça, etc. Elle ne peut pas, elle fait comme bon. Alors, elle ne va pas, elle n'a pas le droit d'aller porter plainte ou de demander le divorce. Il faut qu'elle passe par cette rencontre avec le chef religieux et qui exprime foi, etc., pose des questions et qui donne l'autorisation d'aller dans l'office officiel pour demander le divorce. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que là, la personne accepte l'autorité morale. La deuxième chose, tu as parlé des Kalinago, etc., du rapport à la terre. Avant, même esclave, même si on n'avait pas de type de propriété, quelqu'un qui occupait une terre, tout le monde reconnaissait son autorité avec ou sans papier. Les héritiers acceptaient les décisions du père. Et on avait beaucoup de cas où, ça c'est des choses que nous avons étudiées par le passé, où un vieil homme a été soigné par une personne qui nourrissait tout ça. Donc il avait autorisé la personne à faire une petite case. Là c'est Tao. Il donnait, et tout le monde, les héritiers acceptaient ça. On donnait celui sans papier, qui était responsable de la terre, donnait des placements pour faire une petite maison, faire un jardin. Aujourd'hui, l'héritier va dire, tête là, c'était grand-papa, moi, sorti là. Et même une ex-concubine, après la mort de son mari, se voit expulsée de la maison qu'elle occupait avec son mari pendant 10 ans, parce qu'un héritier qui vivait en France vient réclamer. Donc c'est vraiment une déstructuration de la société, de nos valeurs, de notre rapport à la terre, à la propriété, tel que tu disais. Et enfin, le respect vis-à-vis des aînés, ça a été organisé par la bourgeoisie, non seulement en France, parce que les capitalistes ont besoin que l'enfant soit un client,
Donc il a le droit de choisir, on n'a pas le droit de punir, on n'a pas, etc. Mais c'est encore plus grave ici parce qu'on avait une culture tout à fait différente dans les relations entre parents et enfants. Et je citerai un exemple pour vous montrer où ça peut aller, que j'aime à répéter parce qu'il concerne un actuel maire, avocat, qui était venu faire une conférence pour des parents dans une école de parents que j'animais. Il était tout jeune. Il dit, bon, je vous explique la chose. Si vous entrez dans la chambre de votre enfant, vous fouillez ses affaires parce que vous avez des soupçons, l'enfant peut vous poursuivre pour violation de son intimité. Mais si ce même enfant-là a été pris à l'extérieur dans un trafic de drogue, la gendarmerie vient ou fouille. Et si vous trouvez il trouve de la drogue, c'est vous, parents, qui êtes responsables, qui êtes condamnés s'il est mineur. Les parents n'en revenaient pas. Ils disaient, c'est ça la loi. Donc c'est vous, les gens qui font ces lois-là, ils ne peuvent pas ignorer l'impact. Mais il y a une volonté de casser toute autorité des enseignants, des parents. Quand on vient dire à un ancien enseignant que je connais, vous n'avez pas le droit de donner un 0 à un élève s'il n'a pas remis un devoir. Oui. Parce que vous ne savez pas s'il aurait fait le devoir bien. Alors le vieil enseignant entêté répond, empêchez-moi, et il continue à donner ses 0. Mais il y en a peu qui font ça parce qu'il y a l'inspection. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans une société qui casse toutes les autorités collectives pour que l'on puisse vendre, pour que votre enfant puisse dire c'est du McDonald's que je veux. Aux États-Unis, il y a un bonhomme qui a un enfant de 10 ans qui a poursuivi ses parents, qui ne lui donnait pas assez de biens matériels. Les parents ont été condamnés. Donc, tout ça, on a un gros travail. Alors, je vous laisse conclure sur cette première partie avant la pause pour qu'on puisse passer à l'organisation des convois. Qu'est-ce que toute cette première partie vous inspire? Là, je voudrais dire même que l'État français déstructure les familles. Et j'ai vu une vidéo récemment qui expliquait le mécanisme, par exemple, de la famille éclate individualiste, enfin l'individualité maintenant des gens. Tout ça, c'est au profit du capitalisme. On dit, avant, les gens vivaient tous ensemble, tous autour de la maison. On avait le terrain. Alors, pour parler de terrain aussi, il faut noter que le problème des terres ici en Martinique, c'est que les gens aussi sont obligés de se partager la portion congrue, puisque les Agoulougans ont déjà pris ils ont tout pris. Donc, lorsque on a si peu, donc ça génère, on a si peu et plus d'enfants souvent, donc ça génère effectivement des conflits. Donc je parlais de cette vidéo qui expliquait que avant tout le monde vivait ensemble. Donc il y avait 10 personnes dans la famille, tout le monde vivait autour de cette maison, des parents et tout ça. Donc quand tu avais acheté un réfrigérateur, c'était un réfrigérateur pour 10 personnes. Une cuisinière pour 10, une maison pour 10 personnes. Maintenant, on a fait de manière à ce que les gens ne restent pas. On ne reste pas chez les parents. Donc, vous devez voir ça tous les jours. Une famille, même de 4 personnes, il y a 4 voitures. Il y a 4 voitures. C'est-à-dire que tout est fait et pensé. C'est vraiment quelque chose qui est pensé pour déstructurer complètement la famille. Donc, et puis, pour effectivement les capitalistes, donc je vais acheter 4 voitures. Si on était 10 au départ, maintenant si les 10 personnes vont chez elles, ben, ça fait 10 frigos, ça fait 10 cuisinières, 10 ceci, 10 cela. Donc vraiment, moi j'ai été, je vais vous envoyer, j'ai été quand même bluffé, je me suis dit, ouais, mais il fallait y penser. Alors, ma conclusion concernant cette première partie, c'est surtout ce que tu as parlé à un moment donné des institutions. Alors moi, je parlerai des institutions ici en Martinique, même si nous sommes sous domination coloniale. C'est-à-dire que là, on voit bien une avancée sur la question des réparations de toutes parts. Les institutions internationales en parlent, prennent des résolutions, prennent des décrets. Qui ça?
c'est élu Nouan, qu'il fait, et puis toutes ces éléments-là. Mais qui ça, nous aussi, monde de la société civile, nous, organisations, qu'il fait pour forcer eux, aller en direction là, aller en direction de tous les points que les résolutions de l'ONU je dis jour, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, sur tout ça, parce que nous avons un travail à faire. Et comment nos élus peuvent être aussi à nos côtés pour exiger de l'État français, de l'État colonial, cette question de réparation. Alors, la conclusion que je ferai sur cette partie, c'est qu'il faut se battre pour les réparations matérielles et foncières et tout ça, faire pression, obliger que les criminels paient leurs crimes, comme par exemple obliger que les empoisonneurs de 92% de la population soient condamnés, saisis, etc. Donc il faut faire ça. Et puis au-delà, il y a la réparation sociétale, la réparation humaine, qui ne nous concerne pas seulement Martinique, mais qui concerne le monde, parce que c'est un monde globalisé. Si on veut que les sociétés vivent bien, il faut que les conceptions en matière de justice, en matière de relations, de transport, etc., soient vues autrement. Ce n'est pas l'Occident formaté qui va leur donner. Ce sont les peuples colonisés qui ont quand même gardé une certaine base, qui doivent prendre des initiatives. Et, pour finir avec le dernier élément, j'aime pas tellement le mot société civile. Le peuple, notre peuple, à travers ces organisations, doit se structurer pour connaître, transformer, changer, avoir des contre-pouvoirs, des alternatives. Et c'est là qu'interviennent les élus, après. Parce qu'on ne fait pas pression pour que les élus aillent demander. On fait pression pour que le colonialisme cède, et l'élu qui est pour le peuple, il est obligé de suivre. S'il est opportuniste, et s'il est honnête martiniquais, il sera de toute façon aux côtés du peuple, aux côtés du peuple pour revendiquer. Donc, ça c'est la véritable réparation pour les effets de la traite, de l'esclavage, du néocolonialisme, ben c'est entre les mains du peuple et elle dépend de connaissances et formation. Alors, il y a quand même toute la réparation, justement, morale, mais aussi sociétale, parce qu'on a parlé de réparation matérielle, mais tout ce qui est santé, donc, chlordécone, il y a chlordécone, mais il y a autre chose, il y a l'obésité, il y a l'hypertension, dont on sait, et dernièrement, il y a eu un rapport de la Belgique, disant que oui, les effets, ce sont les maux dont nous souffrons, dont souffrent les afrodescendants, viennent effectivement de l'esclavage. Ça a été reconnu officiellement, donc il y a tout ça à réparer, toute cette schizophrénie, tout ça là. Ça fait partie des points justement à réparer. Donc la commission de réparation de la CARICOM a fait un programme en 10 points. Et ça tout de suite la question de l'éducation. C'est pas eux qui vont réparer ça, mais en fait, Jean-là qui fait des livres pour les enfants, etc., elle participe à la réparation. Complètement. Tous les groupes culturels, toutes les associations qui, je pense à Sandrine qui fait les livres sur la Martinique, tout ça participe de la réparation pour reconquérir notre imaginaire, nos moyens de diffusion, et puis alors, quand même, Radio parle du campus. C'est un outil. Et je profite pour faire la parenthèse. Toute association, tout comité, contactez-nous. On est encore sur Internet pour le moment. C'est de mieux en mieux étendu parce qu'on a des applications. Vous mettez ça sur votre portable, clic, Radio parle. Mais, là, comme qu'a fait nous tirer la langue, on espère que ça ira plus vite qu'on ne constate, mais Radio Apal participe de ça. Mais pas la seule. Tous les groupes culturels qui font, les humoristes, les gens qui font des films maintenant, etc., c'est à nous de nous réparer. On va faire une pause musicale, donc dès que le technicien... Voilà. Oui, parce qu'on ne s'était pas dit bonjour. Oui, alors on va faire une petite musique rapidement. Voilà.
qu'à prendre bout de code là, moi qu'à marrer moi, pour moi aïe fait très moi, qu'à te sentir moi. Là ici c'est moi fini, moi qu'à prendre moi, moi qu'à lever moi, pour moi demander quoi à la divinité. Oh, oh. Oui, mais pas moi en manière pour moi pas ça sentir l'homme c'est moi, l'homme c'est moi. Bon Dieu fais-moi pour ça, il va moi avoir brûlé, il va moi en puissant et moi bien résistant d'après les exploitants. Moi pas belle et pas belle comme moi, nous pas faites pour le luxe, pas même pour le calice, nous n'y doit être admis d'après ça moi qu'à ouais. Oh, oh. Et moi qu'attends qui sent l'histoire qui fait ma nous vieux frère dans les archives, oh, dans les archives. Non, nous sommes pas brûlés, je nous pas différents. Bon Dieu fait nous pour ça, car bah nous de mon blanc. Oh, tu sais pas brûler, il te dit en On se fait pas brûler, il t'a dit un homme là. nous c'est pas brûler, je nous pas différents. Bon Dieu fait nous pour ça, il va nous des noms blancs. Eh bien voilà. Eh bien voilà, nous reprenons notre émission. Nous captons en main. Le thème, c'est traite transatlantique, esclavagisation, colonisation. Quelle réparation? Avec deux invités, Myriam Malsa qui représente le MIR et Gabriel Piva qui représente le CNR. Alors, dans la première partie, on a posé globalement la question de réparation, mais j'ai souhaité faire cette émission particulièrement aujourd'hui parce que bientôt va démarrer le 26e convoi pour réparation. 26 années. 26 l'année, 26 que années. nous avons marché, que Alors, c'est pas uniquement marché. Hein. oui, pas uniquement marché, mais quand même, avant de continuer, il faut rappeler que les initiateurs, c'est Gare 5 et puis 4 ou 5 personnes. Oui, Garcin, Marcel Garcin, Bourgade, Marcel Bourgade. il y avait aussi Pascal Tourbillon, il y avait Félix Zahir, vibrant hommage à Félix Zahir qui était nous l'année dernière, septembre 2025. Et puis il y avait Claudette aussi, Jamel, il ne faut pas les oublier, les avocats. Qui sont partis de cette année Ouais. et arrivés à prêcheurs marchant sans arrêt jour et nuit. Et les gens qui disaient, mais ces gens-là, c'est des gens fous, qui ont fait réparation. Et on est arrivé, après ce quart de siècle, à avoir des milliers de gens arrivés aux prêcheurs avec des flambeaux, des tambours. Ça veut dire que c'est devenu la chose du peuple martiniquais. Ouais. Ben, c'est Boukfou Tala, ou Femme Folle Tala. Ces personnes étaient animées en fait de cette vérité, justice étant en eux pour leurs ancêtres. Et on voit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup comme ça, qui sont animés de cette volonté de justice, de réparation, mais aussi de souveraineté, c'est-à-dire prendre leurs affaires en main. Donc c'est ça. Et donc ça, comment on va dire ça? Ça a émergé et puis grâce aussi au beau cantage, aux réflexions,
les gens commencent à comprendre ce vers quoi ils voulaient aller, vers quoi ils voulaient tendre, et puis on y Alors, on a remarqué aussi que ça a contribué à l'unité nationale parce qu'il y a beaucoup de municipalités de tendances politiques différentes qui acceptaient d'accueillir des étapes et qui mettaient un petit peu de droit à disposition. Voilà. Et plus tard, ils venaient intervenir. C'est ça, effectivement. De tout temps, il y a eu ça. Oui, après cette première phase-là, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette volonté d'aller vers les municipalités qui ouvraient leurs portes, pas toutes. Parce que il y a toujours, on en a parlé en première partie de ces résistants à la question des réparations, du syndrome de Stockholm et tout ça. Donc ça existe toujours. Et encore aujourd'hui, en 2026, il y a des mairies qui ne nous ouvrent pas de portes. Donc voilà. Mais elles sont minoritaires par rapport à... Voilà. En tout cas, le peuple s'en est emparé. D'ailleurs, au-delà du convoi initié par le MIR, il y a beaucoup d'autres activités qui sont faites par des associations un peu partout pour commémorer la révolution anti-esclavagiste dans l'esprit des réparations. Oui, tout à fait. Alors, donc voilà le cadre, et on arrive à la 26e. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait, parce qu'avant c'était tout le monde ensemble, et puis il y a un groupe qui a dit, mais non, mais c'est Imam Maïla, il faut qu'on y bataille. Et depuis, c'est ajouté le convoi pour Timoun. Depuis quand et d'où vient l'idée, comment ça se passe? Alors oui, effectivement, nous y va après, puisque au départ, le MIR est né en 2001, et le CNR est arrivé en 2013. Et puis, alors c'est un moment où il y avait Fred Varas nous étions, Fred Varas et moi, vice-présidents. C'était Garcin qui était le président du CNR. Et Fred Varas dit, ouais, mais bon, attends, ils ont fait convoitat là, les enfants sont oubliés, parce que quand les enfants marchent avec les adultes le soir et tout ça, parce qu'à l'époque, parce que là ça a un peu changé, on fait des étapes qui sont courtes, mais à l'époque on faisait des kilomètres, alors c'est vrai que les enfants, il n'y a pas de problème pour eux de marcher, hein, mais quand même, Varas a estimé que ça aurait été bien de dédier une journée aux enfants particulièrement. Donc c'est en 2016, justement après qu'on ait lancé la décennie internationale, la première décennie des personnes de l'ascendance africaine, que l'idée est venue, l'idée est arrivée. D'ailleurs en 2016, c'est à ce moment-là, sous cette impulsion justement de la décennie des personnes d'ascendance africaine, qu'on a créé plein de choses, les dos mémoire, etc. Et donc nous avons fait le premier convoi Timoun au Diamant avec l'orchestre, comme pour les grands, les enfants avaient un orchestre d'enfants, qui était composé d'enfants d'ailleurs, les enfants Varas et d'autres. Et puis c'était là où il y a le mémorial à Anscafar, et ça c'était vraiment bien passé. Alors on n'avait pas encore vu tous les aspects comme on fait aujourd'hui, où c'est une journée dédiée aux enfants et aux apprentissages, aux jeux aussi, etc. C'est éducatif, c'est devenu une journée éducative, et on en est très, très, très content. Alors, et c'est toujours l'ouverture du convoi global, c'est convoi Timoun. Voilà, alors, c'est le prélude. Moi je dis c'est le prélude. Du convoi. Alors là, cette année, c'est le 10 que vous démarrez. Est-ce que tu peux nous... Le 8. Alors, le 8. Le convoi démarre le 10, mais nous, on considère que le démarrage, le prélude, fait partie du convoi, donc c'est le 8 mai. Oui, on va revenir sur les autres tempos, mais là, je m'intéresse au convoi Timoun. Donc, c'est quelle date? 8 mai. Et comment ça va se passer? Quel appel tu lances aux populations, aux familles, etc. Alors, le convoi Timoun cette année, c'est le 8 mai, et ça va se dérouler au foyer rural de Sao,
Sao au Lamentin. Au Lamentin. Ça faisait plusieurs années qu'on disait il faut qu'on aille au Lamentin parce que c'est vrai que cette municipalité-là nous ouvre beaucoup les portes pour nos manifestations. Et je disais il faut absolument qu'on fasse le convoi Timoun là. On avait prévu au départ de faire à Bochette puisque le thème c'était un peu sur justement les empoisonnements, sur la santé et tout. Et puis bon, ça n'a pas été, le lieu n'a pas été retenu. Et nous sommes allés pour des questions de sécurité. Oui, pour des questions de sécurité. Pour des questions de sécurité, donc nous sommes allés de l'autre côté de la rue, en fait, de l'autre côté de la grande route, à Saro. Et donc ça va se dérouler là. Ce jour-là, donc on nous a mis le foyer rural de Saro, nous prête son terrain. Il y a un terrain là. Il y a aussi un espace sportif, un petit plateau sportif. Et donc, nous allons faire notre marche avec les enfants et un groupe de rue, l'orchestre de rue, Marronnage. Donc, c'est par cela que nous allons débuter, bien sûr, en ayant pris la précaution, comme d'habitude, de demander aux ancêtres de nous éclairer, de nous accompagner, de veiller sur notre manifestation. Et après, nous allons consacrer le reste de la journée à des ateliers. Alors, comme atelier cette année, comme le thème c'est la santé, donc nous avons un formateur pompier, sapeur-pompier qui va venir initier les enfants aux gestes au premier secours. Très, très, très important. Très important. Et ça, vraiment, on appelait ça de nos voeux depuis au moins 2-3 ans. On disait qu'il fallait absolument qu'on fasse ça. Même pour nous, dans les associations, je pense que c'est une nécessité. Et puis, après, nous avons Dr Doupa, Dr Noussin, des médecins qui vont intervenir sur la santé. Et avec Dr Noussin, ce sera surtout la plantothèque, c'est-à-dire planter des herbes dont nous avons besoin pour nous soigner, faire comprendre, parce que les messages qui sont véhiculés par les enfants pour les parents atteignent les parents d'une manière différente. Et les enfants, quand ils ont quelque chose, ils ont compris et tout ça, ils regardent, ils ont néant, mais oui, mais il faut faire ça, il faut planter ça, etc. Donc on va faire cette initiation-là. Après, on a d'autres, il y a des parties culturelles, il y a des parties où on va apprendre à gager coco, gager manioc, faire du simos. Alors le simos, c'est pas de chez nous, mais c'est à côté d'une île à côté, donc on prend, c'est à nous, c'est à Caraïbes, c'est by nous. Fait sorbet. Alors, cette année. Oui, non, mais pas une pièce problème. Nous avons des petits choux, nous avons accepté. Voilà. Il faut venir avec vos petits-enfants. Nous demandons aux gens de venir. Parce qu'on ne lâche pas les enfants là. Les enfants viennent avec leurs parents. Il y a des beaux cantages avec les médecins, notamment, se font aussi avec les parents. D'accord? Puisque les parents sont là toute la journée, les parents ou grands-parents, ou tati ou tonton, et donc on les occupe aussi. Et puis ils accompagnent, ils sont là pour quand même encadrer leurs enfants, puisque c'est pas, on les lâche pas à la garderie, voilà. Donc il y a apprendre marcher dans nous, il y a un atelier sur l'estime de soi, hein, d'accord, aimer corps. Et puis il y a des courses d'eau.